Toi, tu vas me parler. Eh ben, j'ai envie de te parler d'élastique. Oh, alors là, attention, parce que moi, je suis devenu agressif quand on parle d'élastique. Alors moi, je vais te parler d'élastique pour le côté péchant du dossier. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde sait que dans les cannes en carbone, l'idéal, dans les sillons intérieurs, c'est d'y mettre un élastique. Tu les mets dans debout? Moi, je suis pas fan de ça. Ah, tiens. Il n'y a que les pêches de carpe où je mets sur debout, où il y a besoin du strippa et qu'on se serve justement de ce strippa pour récupérer l'élastique pillé par la carpe. Je ne suis pas du tout fan du debout, mais pas du tout. Je suis même un contre vraiment acharné du debout. J'adore l'élastique sur un seul bout. Pourquoi? Parce que tu contrôles davantage tes poissons. En fait, tu arrives, en y mettant des diamètres différents, à obtenir une souplesse si nécessaire, quand c'est une pêche très technique de petits poissons, mais tu arrives aussi à brider les beaux poissons lorsque tu as moins d'élastique dans la canne. Aujourd'hui, il y a deux clans. Voilà. Il y a le clan élastique sur le Alors, bout. on va dire, je vais te le dire franchement, c'est le clan Agile et Alexandre Oui. qui, eux, m'ont bien expliqué qu'ils le mettaient maintenant. Tous, ils les mettaient sur debout. Voilà. Et moi, toi, je viens de voir, tu me dis le contraire. ouais, moi, en fait, je suis revenu en arrière. J'ai fait ça pendant des années et je suis revenu en arrière depuis quelques temps. Donc, tu peux te tromper aussi, on Je va peux dire. me tromper. J'ai le droit de me tromper, mais je me Bien trompe sûr. sûrement. Hein. En fait, je pense que personne n'a vraiment la solution. Oui, bien sûr. Moi, ce qui est sûr, c'est que Ce qui j'ai te trouvé convient mon à toi. confort là-dedans. Alors, pourquoi? Je vais t'expliquer Vas-y. les avantages que ça procure pour moi. L'avantage numéro 1, c'est que tu as une meilleure maîtrise des poissons lorsque tu fais un usage, de mettre l'élastique sur un seul bout, donc sur en gros un monobloc qui mesure 1m30. Ça permet... Par contre, là, toutes tes questions à toi, Garbolion... Il faut 1m30. Ça fait, en fait, mon kit, il fait 2m65 en deux bouts égaux, donc il fait 1m32,5 exactement si tu veux être puriste. Donc, en gros, tu enlèves ça, parce que le cône arrive à 10 cm de la base, tu as 1m20 d'élastique dans le monobloc. Toi, toute votre gamme est en monobloc? Toute la gamme est en monobloc. Un monobloc d'1m20, d'1m35, 1m32,5 de long. D'accord, donc ça fait quand même des grands bouts déjà. Hein. Donc tu as déjà un peu d'élastique dedans. Alors pourquoi je suis revenu à ça? Et là, je vais te refaire un historique par rapport à du passé et par rapport à mon coach que tu connais, Pascal Lécuyer, qui m'accompagne depuis des années et des années et des années. Une merveille, ce garçon, il arrive à te supporter. Voilà, donc en fait, je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé comme aventure, mais depuis longtemps. En fait, ça fait longtemps que je suis revenu en fait, sur du hambrun. Ça fait très longtemps. Hein. En fait, il y a quelques années en arrière, je pêchais avec du hambrun, mais ça, c'était il y a 30 ans. Après, il y a peut-être 20 ans, je suis passé sur du deux brins. Il y a très longtemps, j'étais passé sur le deux brins. Peut-être au moins 15 ou 20 ans. Et à cette époque-là, je serais venu te voir, tu aurais défendu le deux brins. J'aurais défendu le deux brins. Ok. Parce que Jean Desquet, à l'époque, m'avait présenté, et je trouvais ça intéressant, il m'avait donné ses arguments, et je trouvais ça percutant, et ça m'allait bien. Et, mon coach, Pascal Lécuyer, qui m'accompagne depuis des années, il me voyait décrocher beaucoup de poissons. Et beaucoup de poissons, plus que l'accoutumée. Et plus le temps passait, il m'a dit, mais c'est de plus en plus compliqué, parce que tu laisses beaucoup trop de poissons dans l'eau. Oui. Et là, je lui dis, mais je vois pas ce que je fais comme erreur. J'ai rien changé, mes références d'hameçon étaient les mêmes. Et je trouvais, et c'est vrai qu'il avait raison, je me repositionnais un peu sur le passé, et je trouvais que mon taux de décroché et de déchets était trop important. Oui. Et du coup... Parce qu'il faut savoir que tout ça, vous le calculez après un championnat en disant, tu as eu le temps de décrocher. Bien sûr. Ouais. Et des fois, il s'amusait à mettre des colonnes avec décroché, pris. Donc là, on voyait les choses apparaître. Ah, tu vois... Après, il l'arrêtait, mais de temps en temps, on l'a fait, pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Ouais. Et en fait, le seul truc, c'est qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de déchets, de décrochage, parce qu'en fait, l'action de ferrage était, si tu veux... Trop retardé. Soit l'hameçon entrait pas bien dans la gueule du poisson parce qu'il y a trop d'élastique et du coup c'est une certaine souplesse, il fallait ferrer très fort, fallait très très fort pour compenser. Ou alors, parce que moi, ça dépend aussi de la façon dont tu ferres. Parce que moi, j'aime pas ferrer avec des gestes très amples. Je ferre assez court. Comme tu ferres assez court, il faut pour que ça puisse rentrer dans la gueule du poisson, il faut que ton élastique soit un poil plus dur que la moyenne qui va ferrer fort. C'est bien. Voilà. Là, tu es en train de dire qu'en fin de compte, ce que tu dis, ça te correspond à toi parce que tu fais court. Parce que moi, je fais court qui va faire... et que j'ai une canne rigide. Tu vois aussi. Ceux dont je te parle, ils ont aussi pour moi des cannes rigides. Voilà, mais si tu veux, le fait d'avoir une canne rigide, ferrée court et avec des élastiques adaptés, te permettent d'avoir un ferrage efficace. Pour moi, ça va très bien. Et en fait, du coup, j'ai rebasculé sur du hambrun, qui pour moi me donne une sensation de maîtrise plus forte lorsque tu as un poisson d'une taille correcte. Parce que tu sens déjà si c'est un beau poisson dès le ferrage. Parce que tu sais tout de suite, comme tu as moins d'élastique que sur deux brins, puis tu vois comment il se tend. Tu vois tout de suite la façon dont il réagit d'entrée. Tout de suite, tu sais si c'est un gros poisson ou pas. Alors qu'avant, quand tu as beaucoup d'élastique sur deux brins, quand tu ferres, tu as un long moment d'incertitude. Et même quand c'est un poisson de taille moyenne, des fois, tu perds un temps 5 de fou pour pouvoir l'épuiser. Parce qu'en fait, c'est lui qui maîtrise plus que toi, tu le maîtrises. Donc en fait, on disait aussi que grâce à ça, on les décrochait moins.
Et justement, moi, j'ai fait le constat inverse. Donc, si tu veux, de cette affaire-là, on est revenu en arrière. Et moi, je pêche pendant que tous les blancs, que sur du 1 brun. Voilà. Donc, et ça me va super bien. Parce que là, je t'ai parlé du décrochage. Mais il y a un avantage certain, c'est le poids de la canne. Parce que ça, ces petits éléments-là, ça pèse lourd dans ton kit. Les kits qui fait un peu comme ça, là, tu le charges, hein, tu le charges de matière en ton tête de canne. Et là, tu dégrades ton couple, tu dégrades ta tenue de canne. Ah ouais. Ben évidemment, toute cette matière que tu rajoutes. Parce que toi, tu t'es battu à gagner gramme par gramme, et puis t'as Zozo qui te remet 10 grammes. C'est pas 10 grammes. Hein. Je veux dire, tu peux peser les élastiques, ça pèse plus lourd que ça. Bien sûr, si tu prends un élastique de 0,8, ça va aller, il n'y a pas de problème. Mais si tu commences à prendre du 1,4 ou du 1,6, et que tu commences à peser, pèse 1m50 de 1,4 ou de 1,6, tu vois le poids que ça pèse. Oui. Et là, tu changes de catégorie de kit. Hein. C'est que tu descends vraiment. Et là, ça fait un poids de dingue. Et du coup, tu assouplis ta canne, c'est moins confortable. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ça. Voilà, à part pour la carpe, où là, bien évidemment, là, je peux que défendre les élastiques sur 2 brins, parce qu'il faut que tu aies cette réserve de puissance, cette réserve d'élastique. Ce poisson a une défense XXL par rapport à des poissons type gardon, type brème, type tanche, ça n'a rien à voir. Hein. Sauf quand ils sont attrapés par la queue. Mais c'est rare, mais c'est ça. Moi, je pêche pas comme toi, Jean-Michel, j'ai pas par la bouche. Donc... moi, j'ai pas braconnier, moi. Hein. Bon, excuse-moi d'être braconnier. Écoute-moi bien. Oui. Je suis sûr qu'à un moment, j'aurai encore l'occasion dans ma vie, je l'espère, de te prendre à un championnat. Ça n'arrive jamais. Il y a juste 3 semaines, j'ai pris une carpe au lasso. Voilà. Au lasso, c'est pas mieux. Voilà. Au lasso, c'est que l'hameçon a fait le tour du poisson et s'est repiqué dans mon corps de ligne. C'est-à-dire que ça l'a coincé en serrant et j'ai réussi à la prendre. Et c'est moi le braconnier. Mais c'était sympa. Parce que c'était artistique, je trouvais. Oui. C'était de trouver justement ce bon équilibre avec cet élastique sur un seul brin qui me permet d'avoir une canne plus réactive, plus légère. Et surtout, il faut penser à pêcher avec des élastiques du coup plus fins. Parce que qu'en fait, comme tu réduis la longueur d'élastique, il faut des gommes soit plus tendres. Comme moi, j'utilise des gommes plus tendres, parce que soit j'utilise du 1 et du 1,2, tu vas me dire c'est gros, mais comme c'est des gommes ultra soft, c'est des gommes très 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 souples, tu n'as pas besoin d'avoir des élastiques plus fins que ça. Voilà, moi ça j'utilise que du 1 et du 1,2 en plus petite taille. Par contre, la gomme est très particulière, c'est très 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 léger. Alors, là c'est du 3 mètres, ça coûte combien ça? Parce que tu sais que c'est... Aux alentours de 7 €. Bon, ça va. Aux alentours de 7 €. Ça va, 7 €. Ça, c'est ce que j'utilise le plus en fait en élastique. Ouais, en fin de compte, je viens de faire avec Gilles, c'est ça, ouais. Donc là, en fait, si tu veux, je vais te montrer. Hein. Ouais, il y a 700 d'écart, non? Il y a combien d'élasticité? C'est juste énorme. Là, c'est un 1 mm. Ouais. Pour te montrer un peu. Mais tu as l'élasticité dessus, c'est 700, c'est combien? Ouais, c'est 7-8. Quand on dit 700, c'est 7 fois l'allongement. C'est ça, c'est 7 fois, c'est 7-8 fois la longueur de base. Alors, on est bien. Mais on le voit bien. Regardez, là, je prends. Là, je prends rien. Je prends, allez. Là, pour moi, ça fait 10 cm de base. Oui, tu peux monter à 70. Facilement. Hein. Facilement. Alors, on le voit bien qu'il y a vraiment, ça n'a strictement rien à voir. On est bien d'accord. Moi, je vais te redire, parce que je te l'ai dit, je ne viens pas là pour vous servir non plus la soupe. C'est des élastiques qu'on retrouve dans à peu près toutes les marques. Oui, ça, c'est des choses que tu retrouves, des hybrides aujourd'hui. Tu en trouves à peu près partout, des hybrides. Tout à fait. Là, je vois que je l'ai dit à toi, mais il n'y a pas de raison. Comme je l'ai dit à Gilles, c'est vrai que moi, quand je voyais dans les 30 € le prix de l'élastique, je dis, ils sont malades, les mecs, quoi. Après, tu m'as dit oui, mais il faut savoir que c'est pas du tout la même fabrication. Non, alors en fait, tu peux mettre en route si tu veux. Ouais, ça y est, en route là. Alors, en fait, si tu veux, Jean-Michel, le truc, c'est qu'en fait, il y a des élastiques qui coûtent relativement cher. Ouais. Tout ce qui est les élastiques bimatières, en fait, c'est des matières, c'est pas du tout fait de la même manière que ces élastiques, on va dire, plus classiques, qui sont simplement des élastiques vraiment un seul tenant et qui ont un travail relativement limité en termes de production. Là, si on prend un élastique creux, type le Fighter High Stretch, tu vas voir qu'il est très intéressant parce qu'il a une composition très particulière. Moi, je m'en suis pas rendu compte. En fait, alors on va voir si tu as une bonne vue. Ici. Oui, il est creux à l'intérieur. Alors, non, c'est pas que ça. C'est qu'en fait, tu as deux élastiques en un, en fait. Tu as la partie extérieure qui est colorée, qui est jaune, et là, à l'intérieur, tu as une deuxième matière qui est une matière blanche. En fait, tu as deux élastiques qui sont l'un dans l'autre. Voilà, donc là, on est sur un élastique bimatière. Donc la fabrication est très, très complexe. D'ailleurs, ce n'est pas des élastiques qui viennent de Chine, hein, ces élastiques viennent des États-Unis. Des élastiques qui permettent d'avoir une souplesse encore très différente d'un élastique plein. C'est-à-dire que ça donne plus de souplesse au démarrage et ça a quand même une certaine dureté en fin de course, mais ça a une souplesse plus grande au démarrage, encore plus grande que les élastiques
qu'on appelle hybrides. En fait, on les paye beaucoup plus cher que les autres. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En termes de prix d'achat, pour nous, c'est incomparable. C'est pour ça que ça, on va le toucher à 7 et les autres, on va le toucher. On va toucher entre... Ça dépend des références, il y a 2 modèles. Ouais. On a une référence qui tourne dans les prix publics dans les 19 € et une autre dans les 24 €. Voilà. Ça dépend des références d'élastique creux. Une ligne des temps. Qu'est-ce que tu me préconiserais chez Garbolino? Alors, déjà, Jean-Michel, encore une fois, on va commencer par le haut, on va commencer par dans la canne, l'élastique. Donc l'élastique dans la canne, j'utiliserai cet élastique-là, c'est du 1 mm hybride, qu'on appelle Ultra Soft. C'est une gomme très tendre, qui va être tout à fait adaptée aux petits hameçons, aux pêches techniques d'étang. Pour moi, la pêche d'étang va se pratiquer avec un élastique assez souple. Et celui-là sera vraiment adapté aux pêches de gardons, plaquettes, les poissons qu'on rencontre le plus souvent dans les étangs. Et celui-là, il va me faire plaisir parce qu'il ne me coûte pas un bras, c'est ça? Il ne coûte pas un bras. Voilà. Et tu le montres que sur un bras. Donc tu vas pouvoir monter deux élastiques avec une pochette. Donc ça va pas te coûter, ça va te coûter même qu'un demi-bras. Donc là, si tu veux... Non. Un avant-bras. Voilà. Là, si tu veux, c'est un élastique qu'on trouve dans le commerce traditionnel à moins de 7 € normalement. Oui, donc, tu vas remonter deux pointes avec ça. Ça va être relativement modéré. Je l'accepte. Voilà. Ensuite, en corde de ligne, sur les lignes les plus légères des plus légères, c'est-à-dire les 0,20, 0,3, je vais plutôt monter du 11 centième en corde de ligne. Ouais. Et sur des lignes un peu plus costaudes, 0,4, 0,6, 0,8, 1 gramme, plutôt du 13. On va pas s'embêter, hein. Pas des fils trop fins en corde de ligne, surtout pas. Voilà. Le bas de ligne, le plus polyvalent, pour moi, pour les pêches d'étang, du 8,5. Donc on voit que c'est pas le même nylon. Ici, vous avez un nylon qui est relativement... Mets-le à côté, tiens. Qui est relativement raide, ici, pour le corde de ligne, qui permet un déplacement facile des plombs, et qui est surtout très costaud et très, très rigide. Et c'est en combien en... 150 mètres. Ici. Alors, parlez du prix. Les prix, je crois que ça doit être 7,90 € la bobine. Okay. Et ici, vous avez... Alors, c'est environ le même prix. Il n'y a que 50 mètres, mais c'est du nylon très haut de gamme, japonais. Encore une fois, ça aussi, c'est du japonais. Mais qui est beaucoup plus souple et qui est très, très, très rigoureux en termes de diamètre. C'est une grosse précision du diamètre. Et là, du coup, ça sera le super soft pour tous les bas de ligne. Et pour les pêches d'étang, le truc qui passe partout, c'est le 8,5. Mais en règle générale, le 8 passe partout. Le 8 passe partout et il va très bien. On peut prendre un gros poisson. L'avantage est qu'un 8... On touche une brème d'1,5 kg. Si tu veux, aujourd'hui, il faut savoir que la pêche en France, en général, il y a quand même plein de parcours hyper poissonneux, où tu prends des poissons, même des étangs, même dans les étangs, et il n'est pas rare de prendre des gros poissons au travers des poissons plus petits, et d'avoir un fil trop fin t'exposes à perdre tous ces gros poissons parce que tu vas casser, parce que tu vas avoir une tanche qui va mordre, tu vas avoir une brème qui va mordre. Quand tu fais une tanche en 8 centièmes, je bombe le torse, moi. Je préfère. Honnêtement, pour moi, c'est plus valorisant de la prendre en 8 centièmes que de la prendre en 15 centièmes. Ah bah oui, bien sûr, c'est super bien. Ça, c'est juste de la gloriole. Hein. Non, mais en 8, tu le prends, avec un élastique adapté, tu le prends. Hein. Oui. Et après, en hameçon, sur une pêche d'étang classique, je t'ai sorti un hameçon qui est tout à fait connu de tout le monde, c'est un long tige fin de fer. La forme, c'est du très, très classique, vraiment longue tige. Le fer est très très fin. On va pouvoir pêcher au pinky, pêcher au verre de vase, avec des ailes relativement, on va dire, fragiles. Ça ne risquera pas grand-chose. C'est l'hameçon qui passe partout, c'est le numéro 20. On ne va pas inventer le monde. 20 sur 8, 20 sur 8, c'est parfait. Et après, les flotteurs, deux formes. Honnêtement, dans vos formes d'hameçon et tout, on retrouve la même chose à peu près dans les autres gammes. Je pense. Oui, après, c'est logique, parce que ce qui marche, vous le gardez. Bien sûr. Vous n'allez pas faire un truc qui ne fonctionne pas, tout simplement. Dans les flotteurs, deux formes qui pourraient très bien aller. Le jour où le temps est calme, un flotteur très effilé, plus votre flotteur est effilé, plus il est sensible, plus le poisson aura aucune difficulté à l'enfoncer, il sentira strictement rien. Alors, là, je peux te dire, si Gilles me le dit carrément, il reconnaît que c'est des super flotteurs, mais lui, par exemple, en tant que pêcheur, il a du mal à les utiliser. Ouais. Alors, je reviens, c'est chiant, parce que je reviens toujours sur Gilles, parce que c'est, on va dire, celui qui m'a montré, mais il m'a reconnu, lui aussi, il me dit non, c'est des très bons flotteurs, mais moi, j'arrive pas à les utiliser. Après, c'est une question souvent d'habitude, de ce qu'on pêche, avec quoi on pêche. Ce qui est certain, c'est que si on cherche le flotteur le plus sensible pour les pêches d'étang classiques lorsqu'il n'y a pas de vent, ça, c'est bien supérieur à tout ce qu'on peut imaginer derrière. Okay. Voilà. Après, si les conditions de vent changent, regarde, on va retrouver quelque chose qui est presque similaire. Ouais. La seule différence, c'est qu'il est plus bombé ici. Donc, comme il est plus bombé, il est plus stable. Donc, si le vent se lève, ça sera très très bien, très adapté. Alors, ça va vraiment bien. Mon père, bouge pas. Ça va vraiment bien, ces deux formes-là, sur les pêches d'étang. Oui, pas de vent. Pas trop profond. Avec celui-là, avec du vent, tu peux y aller. Tu peux pêcher dans le vent aussi avec ça. Ça pêche très bien. Tu vas pas retenir un peu, c'est ça? Sincèrement, contrairement à ce que tu peux imaginer, ça pêche super bien. Même dans le vent. Même toi, tu arrives à faire du poisson avec? Normalement, ça devrait aller. Je pêche beaucoup avec ces formes-là, en fait. Beaucoup avec ces formes-là. C'est typiquement ce que chaque pêcheur
malgré votre niveau, vous avez quand même vos préférences. Bien sûr. C'est bien. C'est bien. Et l'avantage des flotteurs non quillés, comme on a là, c'est que ça s'en mêle quasiment jamais. Et en fait, tu peux être très mauvais au niveau de la manipulation de la canne, et tu as peu tendance à faire pivoter. Ce qui fait pivoter, c'est la quille, en fait. C'est la quille qui fait pivoter. Je renvoie les gens sur tes tutos où tu expliques bien l'histoire du comment dirais-je, de la gaine silicone. De la gaine silicone. Il faut mettre sur la partie basse beaucoup plus longue. Tout le monde le dit dans les trucs, c'est très très bien. Ouais. Mais honnêtement, pour les montages, vous prenez pas la tête, vous pouvez aller voir les montages que Stéphane a montré, même Florian. Oui. Il y avait Florian qui avait montré. Il y a Florian qui a dû en montrer. Moi, j'en ai montré. Voilà. Là, vous pouvez y aller sans aucun problème. Voilà. C'est des bons conseils. Vous risquez pas de vous tromper en faisant ça. Voilà, c'est sûr. Puis vous avez eu des résultats. Voilà, c'est ça aussi. Bon, en tout cas, pour faire simple, la pêche d'étang, élastique d'1 mm, corde de ligne. On va faire simple en 13. S'il y a un flotteur qui passe partout, pour moi, j'irai sur cette forme-là. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le M124. Ça, c'est la référence de ce flotteur-là. M124. Et après le Attends, c'est pas Stéphane Potelet alors là? Si. Bon, le M, c'est SPM 124. J'ai oublié le SP. Bien sûr, ouais. Et après, le bas de ligne en 8,5, un hameçon de 20 longue tige. Et là, déjà, on est bien parti, on est bien équipé, on peut faire une belle pêche. Le poids de ligne, on va dire 0,30 par mètre d'eau. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Donc 0,6 pour 2 mètres, 1 gramme pour 3 mètres. Merci. Voilà, en gros, c'est très simple. C'est les bases qu'on a tous appris au départ. Voilà, ça c'est ce qui va bien. Et en rivière, tu vas mettre un zéro, tu vas partir je vais pas tout te dire en rivière. Je range mes affaires et je viens de voir après pour la rivière. À tout à l'heure. La rivière. La rivière. Bon, la rivière déjà. Encore une fois, on va travailler sur des choses très simples. Alors déjà, dans le notion, je vais mettre des élastiques de 1,2 sur un seul brin. Toujours sur un seul brin. Donc, 1,2, pour moi, c'est un diamètre qui passe quasiment partout sur toutes les pêches de gardon, brème, en rivière. Ça va très bien. On pourrait mettre 1,4 aussi. 1,2, 1,4, ça serait les bons diamètres. On va dire que 1,4 plutôt sur les pêches de très gros poissons, 1,2 sur les pêches de gardon plaquettes. Ça ira très bien. Corde de ligne, on va pas s'embêter. On va prendre du fil un peu costaud, du 15 centièmes. On va pas s'embêter, 15,5. Donc, ça va très bien aller. On va pouvoir faire un montage de ligne qui sera bien robuste sur la partie haute. Ça permettra de monter en bas de ligne en cours de pêche si les gros poissons s'installent. Si par exemple on a des barbeaux qui arrivent, on peut monter jusqu'à 14 centièmes en bas de ligne, par exemple, ou des grosses brèmes, ou des... Voilà, ça peut très bien aller. L'hameçon de base, je partirai sur un hameçon de 18 de format arrondi sur un 10 centièmes, 18-10. Pour une pêche classique au départ, pour démarrer. Alors c'est quoi ton hameçon de la référence? C'est le 2230 BZ. Celui-là, c'est le 2230 BZ. C'est notre plus grosse vente en fait chez Garbolino, en fait en référence d'hameçon. C'est un très polyvalent qui pêche en rivière, les pêches de beaux poissons en étang, mais toutes les pêches classiques. On dirait que c'est vraiment fait pour l'asticot, ça, non? Ça c'est fait pour l'asticot. Ça va très très bien. Super bien. Arrondi, ouais, c'est vraiment bien. C'est adapté aux pêches de panaché. Quand tu mets un asticot, un verre, tu mets une paire de pinky, tu mets un petit le poids est adapté. Il te plaît le poids. Ouais, le rapport qu'il y a poids et résistance. Un 18 sur 10 ou un 16 sur 12. Après, ça irait très bien. Voilà, 16 sur 12 irait très bien. Pour le flotteur, pour la pêche de rivière, un flotteur boule. Là, j'ai pris un 1 gramme, mais vous pouvez utiliser 1 gramme, 1 gramme et demi, 2 grammes, suivant le courant, suivant la profondeur, etc. Alors, pour la profondeur, là, tu m'as dit 0,30 pour les temps. Je sais que c'est difficile parce que ça dépend du courant. C'est pas du tout lié à... Là, c'est très compliqué. Souvent, il y a des rivières lentes, il y a des rivières rapides. Donc, là, c'est très compliqué, mais ça peut aller... sur une rivière où il y a 3 mètres d'eau, par exemple, on peut aller... les rivières lentes, ça va être environ 1 gramme pour 3 mètres d'eau. Les rivières un peu puissantes, ça peut être 3-4 grammes. Voire plus puissantes, ça peut aller jusqu'à 8-10 grammes. Ouais, puis c'est le plat, après. En fait, ça dépend vraiment de la force du courant. C'est très difficile de jauger en rivière. Les flotteurs boules, tu les utilisais en poids jusqu'à quel poids? Jusqu'à 10 grammes. Donc ça peut aller jusqu'à loin en boule. Alors la boule est conseillée pour toutes les pêches à glisser, à laisser vivre, pour les pêches un peu poissons type chevenne, gros gardon. Les gens qui ont la chance de devoir pêcher hybride. En rivière. Ça c'est très bien sur ces pêches-là. Toutes les pêches, on va dire, de poissons qui aiment les aiges vivantes, les aiges qui vivent. Vraiment, le gardon, le chevenne, les hybrides. Les hybrides, c'est un poisson qui adore les lignes qui vivent. Donc, par contre, si on veut pêcher la brème, on basculera sur un flotteur plat. Pour bien immobiliser l'aigle sur votre amorce. Et voilà. On me dit aussi... Peut-être pas par chez vous, mais par chez nous, les brèmes, elles ont quasiment disparu. On fait plus des pêches de brèmes. Maintenant, quand tu fais en gros 5-6 brèmes, c'est bien, alors qu'avant, on arrivait à en faire des sacs. Alors, il y a des endroits par ici encore, il y en a encore. Maintenant,
En rivière, il n'y a pas trop de rivières dans le sud-ouest. Ouais. Il y a plutôt des lacs. Et il y a beaucoup de brèmes dans les lacs. Il y a des endroits où tu fais comme des belles pêches de brèmes. Mais par exemple, au lac des Daguets, quand ça veut mordre, tu peux très bien faire 20-30 kg de brèmes facilement, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Alors, le Daguet, il y a 2 mètres. Tu mettras un flotteur de combien? Au Daguet, tu as 5,50 m d'eau. Tu as un grand kit de fond. Oui. Là, tu mettrais des flotteurs pas très lourds, entre 1 et 2 grammes. Parce que c'est un étang. Hein. Donc, entre 1 et 2 grammes, ça va très bien s'il y a du vent 2 grammes. S'il n'y a pas de vent, 1 gramme. Même pour les brèmes. Ça ne pêche pas lourd du tout. Et alors, pour le Daguet, l'amorce, tu donnes tout dans un truc encore Garbolino, ils ont qu'à regarder. Ouais, on avait fait une vidéo avec l'ami Michael Picard à l'époque. Ouais. On a bien présenté l'amorce, la préparation de l'amorce, et ça va très bien. En fait, on parle d'un sujet de terre amorce, et là, vous pouvez retrouver ce sujet-là sur les vidéos sur la chaîne YouTube Garbolino France. Et le flotteur, par contre, ce qui est très important pour les pêches de rivière, ou aussi bien les lacs de barrage, c'est d'avoir cet œillet qui permet d'avoir un super contrôle de ligne qui est positionné vraiment tout en haut, au raccord entre l'antenne et le corps du flotteur. On le voit bien, hein. Le gars est vraiment très très haut. Hein. Voilà. Et là, vous ne le verrez pas sous cet angle-là, mais au-delà de l'œillet, il y a un tube intérieur. Ouais. Ici, vous allez le voir. Ici, il y a un fil passant. Le fil, il passe à l'intérieur du flotteur, en plus. Oui, mais ça, comment? Je vais te redire qu'on connaît ça aussi dans d'autres... Ah, bien évidemment, mais ça, c'est quelque chose qui va très bien. Donc, sur les pêches un peu... avec des corps de ligne un peu costauds comme celui-là, comme du 15,5, voire du 18. Ça va marquer ton voilà, ça évitera que lorsque vous allez prendre plusieurs gros poissons, type brème par exemple, ou carpo, ou ce que vous voulez, d'éviter de marquer le flotteur. On m'avait raconté, on me disait que de temps en temps, ce qui était gênant, c'est que ça pouvait faire une petite prise d'eau, mais dans un truc de rivière, 1 gramme. C'est pas d'impact là. Sur ces flotteurs-là, non. Sur un flotteur hyper technique, oui, peut-être des pêches avec des antennes très fines, mais là on est sur des antennes plastiques, qui sera bien visible d'ailleurs. Et cette série-là, c'est la série SPM 134. Voilà, je t'ai rajouté SP devant, mais voilà. Alors là, c'est 1 gramme parce qu'il est blanc. Il est blanc. Et... Alors, on m'a posé la question, alors je vais te la reposer parce que moi, je te l'ai dit, bon, bien sûr, tu ne l'as pas, tu n'as pas le M07, ce qui est scandaleux. Oui, je ne l'ai pas là. Alors, moi, je voulais te dire qu'il faut à tout prix que tu l'appelles Solène, il faut que tu arrêtes de l'appeler M07, parce que s'il y en a une qui te l'a vraiment bien vendue, c'est elle, franchement. C'est vrai qu'elle adore pêcher avec ça. Romain, son copain de toujours, adore pêcher également avec ce flotteur-là. Donc, c'est vrai que c'est un beau flotteur pour les pêches de canaux, d'étangs. Ça pêche partout. Hein. Alors, je vais le redire, parce que moi, je l'avais acheté. Au départ, j'ai trouvé que l'antenne était pas assez visible. Mais quand tu as la chance d'être dans un endroit où tu le vois bien, c'est un super flotteur. Et il y a un truc, parce que elle a raison, au passé, il est très très bien. Et au départ, quand on voit, ça c'est pour la brème, non, c'est aussi pour le gardon. Ah oui, c'est très très bon pour le gardon. En fait, c'est un flotteur ultra sensible qui a été développé pour les pêches de plaquettes à la base. Ouais. Et on s'est aperçu qu'en fait, il est très polyvalent et il va très très bien. Je l'utilisais aussi beaucoup par le passé. J'ai basculé sur autre chose, parce qu'après, c'est plus des habitudes qu'autre chose. Et je pense que quand un flotteur vous convient, restez dessus parce que vous apprenez à le comprendre, vous lisez mieux les touches à force de le voir que de changer de série tous les 4 matins. Mais je pense que c'est comme tout. Je pense que les flotteurs, c'est une question d'habitude aussi. Moi, parce qu'elle est 2 fois championne de France individuelle, c'est quand même pas rien à son jeune âge. Et je pense que dans les années à venir, il y aura bien un moment donné où il y aura une opportunité sur un championnat du monde pour qu'elle revienne avec une médaille autour du cou en individuel. Je vois aussi qu'on parle de Isabelle. Parce que Isabelle chez Garbolino, on est d'accord. Le fait de participer à une première division, comme tu dis, pour une femme, c'était une première. Donc elle a déjà fait un exploit de CIC à ce niveau-là. Elle a failli s'y maintenir. Ça s'est joué à 3 fois rien. Ah oui, elle et du coup, de toute façon, on sait très bien le niveau qu'Isabelle a. C'est pas aujourd'hui, c'est pas tout neuf. Merci, redis-lui parce que ça fait, c'est la plus titrée des pêcheuses françaises en France avec les nombreux titres. Je sais même plus combien qu'elle a, 5, 6, 7, c'est énorme. C'est juste énorme. Elle a participé quasiment à tous les championnats du monde féminin, ou presque. Je pense que tu prends Isabelle, tu prends Solène, ils ont le même trait de caractère, ils n'aiment pas perdre. Hein. Donc, non, je veux dire, toutes les filles qui sont en équipe de France, tu peux être sûr d'un truc, c'est que elles sont folles furieuses quand elles n'ont pas réussi à faire ce qu'elles voulaient. C'est normal. Mais c'est normal. En même temps, c'est ce qui fait le fait d'être une sportive, bien sûr, acharnée, une compétitrice ou pas. C'est-à-dire, si tu acceptes la défaite de manière avec le sourire, c'est plutôt surprenant. Comme tu dis, elle n'a pas à rougir de sa performance, elle a fait un beau résultat. Et on est très fiers de l'avoir parmi nos ambassadrices Garbolino, parce que c'est vrai que c'est une femme qui a toujours été déjà fidèle avec la marque aussi, parce que ça fait Aguet depuis... J'ai toujours connu en bleu. Donc
avant mon arrivée ici. Elle était là présente depuis très longtemps avant mon arrivée. Et j'espère qu'elle y sera encore pendant très longtemps. Et puis je lui souhaite une seule chose, c'est qu'elle remporte le titre de champion du monde individuel qui lui manque aussi. Alors maintenant, on va parler des lignes de canal. Voilà. Donc aussi bien pour pêcher dans le nord de la France, où il y a beaucoup de pêcheurs au cou, que dans le pêcher dans les régions de l'Est aussi également. Donc pour moi, les élastiques, on revient sur des élastiques un peu similaires à ceux des temps, voire même de rivière, c'est-à-dire du 1 ou du 1-2 en hybride. Le 1 pour les pêches les plus techniques, le 1-2 pour les pêches un peu plus grossières. Quand je dis technique, allez, les lignes 0,4, 0,6, 0,8 max. Après, on bascule sur du 1 gramme, 1 gramme et demi sur des élastiques un peu plus gaillards, du 1-2. Monter sur un brin suffira largement. Corde de ligne en 13 centièmes, ça ira partout. Toutes les cordes de ligne en pêche de canal, ça sert à rien d'avoir un corde de ligne plus fin que ça. Pour le bas de ligne, je vais pêcher soit en 8, soit en 10. On va rester sur les trucs classiques, donc 8 sur 20, donc hameçon de 20. Donc, alors, deux options. Soit vous voulez monter vous-même, et je vous conseille cette référence-là. C'est-à-dire que c'est les 21-00 de chez nous. C'est des hameçons longue tige, mais avec un fer moyen, qui est un peu plus costaud que pour les pêches d'étang. Tout à l'heure, j'avais un long tige ultra fin de fer. Là, j'ai un long tige fer moyen. Donc, c'est un peu plus costaud que le 21-10. Donc, le 21-00 BZ, idéal pour le canal. Donc, montez, soit vous montez vous-même, 18-10 par exemple. Là, ça fait un couple parfait. Je remonte vite fait. Donc, 18 sur 10. Là, ça va très bien sur les pêches de gros gardons. Ou alors, si vous ne voulez pas vous embêter, vous avez exactement ce combo-là, qui est ici. C'est-à-dire, c'est le nylon. Ah, ta longueur de bas de ligne est 15 cm. Ouais. Voilà, donc bas de ligne de 15 cm. C'est ce nylon-là qui est utilisé pour monter ces hameçons. Okay. C'est cette pochette-là d'hameçon qui est montée. D'ailleurs, on le voit, la référence. On le voit ici, là-haut, là, vous avez le même numéro. Là, vous avez la bobine de nylon qui est dessinée. C'est vraiment ces matériaux-là qui sont utilisés. Voilà, c'est ça l'important pour les gens, c'est d'être sûr que... Voilà, c'est 100% les matériaux utilisés dans notre gamme et des produits japonais exclusivement. Au niveau des flotteurs, deux formes. La forme qui passe partout en canal, qui est vraiment une forme très très particulière, vous voyez, assez bombée au milieu, mais très effilée quand même malgré tout. Donc là, c'est le M102. Alors là, je suis dans l'extrême, je suis dans l'antenne fer. Donc là, on est sur la pêche technique de canal. Et pourtant, on la voit bien. Hein. On ne dirait pas que c'est du fer d'ici. Hein. Tu vois, tu le vois super bien. Et de l'autre côté, le jour où il y a du vent, dans les canaux, une forme plus trapue, on voit c'est beaucoup plus trapu en haut, avec une antenne plastique assez forte. Pour tenir. Lorsqu'il y a des gros gardons, lorsqu'il y a des péniches qui passent, etc., une forme qui soit plus stable dans le courant, etc. Cette forme-là. On revient sur des flotteurs avec des quilles assez modérées, et ça pêche super bien en canal. Est-ce que tu vas modifier tes plombs de touche par rapport à la grosseur de ton antenne ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, plus l'antenne est forte, plus le plomb de touche sera fort. C'est important. Ça veut dire un 0,40, tu vas mettre un plus gros plomb de touche. Par exemple, alors, je ne vais pas prendre l'exemple du 0,40 qui pour moi est le flotteur qui n'est pas trop utilisé le plus en canal. On va plutôt être sur un 0,8. Ça, c'est le flotteur le plus adapté. Sur une antenne fer ou fibre fine, on va plutôt être sur un plomb de touche numéro 11 pour un 0,8. C'est un 11. Pour un 1 gramme, c'est un 10. C'est ce que je mets sur les antennes assez fines. Par contre, sur les antennes plus porteuses comme le plastique, il est pas rare d'utiliser pour les gros gardons en canal, sur un 0,8, on peut mettre jusqu'à des plombs de numéro 9, voire numéro 8. Enfin, des gros plombs de touche. Donc, grosse antenne, gros plomb de touche, gros gardon. Je pense que ça, c'est important de dire aux gens pour pas qu'ils... Petite antenne, petit plomb de touche, pour les pêches plutôt de petits gardons et de plaquettes. Généralement, les plaquettes préfèrent des plombs de touche plus petits. Oui, ils sont plus subtils. Les touches sont plus délicates. Les petits gardons, pareil. Et dès que les gardons sont plutôt gros, 80, 100 grammes, là, on va utiliser des flotteurs plus stables, avec des plans de touche plus gros. On va plutôt orienter sur des flotteurs un peu de ce type-là. Voilà. Donc là, c'est vraiment des vrais conseils. L'hameçon, du coup, sur les pêches de gros gardons, il n'y a aucun doute, 18 sur 10. Et sur les pêches de plaquettes, de gardons plus délicats, un 20 sur 8. Il t'arrivera peut-être de mettre même un 16 sur si ça mord beaucoup ou pas. Ouais, ça va être plus... En 18, déjà, tu passes sur un canal, tu passes déjà quand même pas mal. Le 16 serait plutôt pour les pêches de rivière. D'accord. Parce que c'est un peu gros le 16 déjà. À part si vraiment les gardons sont énormes et qu'on a que des poissons qui font 100 à 200 grammes. Quoi. Voilà. Mais ça, sinon, quand c'est des très gros gardons, oui, ça va très bien. Il faut que ce soit alors, des gros si c'est des très gros gardons, tu vas peut-être changer l'élastique, là tu seras un peu plus gros. Non, je resterai sur du 1-2. Il n'y a pas de problème, le 1-2 ira largement, sans aucun problème, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Moi, en termes, c'est très simple l'approche. 1 mm pour les pêches fines, délicates, bas de ligne entre 7 centièmes et 8 centièmes. Dès qu'on est sur du 10-12 centièmes, le 1-2. Ça suffit largement. Voilà. Déjà, avec ça, vous couvrez toutes vos pêches traditionnelles.
Tu peux faire des brèmes jusqu'à 2 kg, c'est ça? Ouais, sans problème. Okay. Sans problème. Voilà, donc... la tange de 2 kg qui arrive, que tu n'avais pas prévu, elle est là. Ouais, mais je pense que la simplicité dans le choix du matériel est vraiment un gage de performance. Parce que vous allez maîtriser votre élastique, vous allez le connaître. D'avoir 50 tailles d'élastique de montée, ça sert à rien, à part se perdre. Voilà, donc il y a 2-3 tailles à monter. Après, il y a autre chose qui peut être sur des pêches très particulières où on a besoin d'autres produits. Les carpes, c'est pas du tout ça. Ouais. Le chat, c'est pas du tout ça. Alors le chat, des lignes à chat. Ah, tu veux voir une ligne à chat? Ah oui. Eh ben on y va alors. Je vais dire, ce que j'appelle une pêche à tirer, c'est... Toi, tu n'y as pas été dans le port de Mâcon. Non. Mais tu as bien trouvé des fois des parcours où c'était blindé de poissons. Oh, en hiver, par exemple, quand tu rentres dans une darse, que tout le poisson est rentré à l'intérieur, si tu as la chance de tomber sur les places où ils sont... je vais te montrer quelque chose qui marche pour plein de choses. Pour les pêches vraiment attirées de gros gardons, où ça mord vraiment sans trop regarder, ou les pêches de poisson-chat, qui pour moi est à peu près une pêche similaire. C'est des poissons qui sont assez gourmands, qui sont souvent en nombre. Là c'est des touches franches. Et tu vas descendre les plombs. Et tu vas descendre les plombs, tu vas mettre tout ça presque au niveau de la boucle ou pas loin. Même les gros gardons, tu l'as déjà fait? Non, mais en gros, tu vas être... Tu as un bas de ligne entre 10 et 15 cm, tu auras un plomb de touche. Voire et 2. Quand ça sera le plus... Ouais, voire 2, voire 3. Ouais. Et quand ça sera plus facile, tu mettras tout en bas, tout au raccord boucle du bas de ligne. Et quand c'est difficile, tu remontes de 10 cm et ça suffit, quoi. On est assez bas quand même. On restera assez bas. Parce qu'il y a une telle concurrence alimentaire en dessous que c'est le premier qui attrape qui a gagné. Ouais, il faut une ligne très stable et ça sera vraiment très important. Vite. Alors, pour l'histoire de ces pêches-là, donc des élastiques bien durs. Là, j'ai pris du 1,6. Voilà. Du 1,6 costaud, donc bien évidemment, là, c'est de l'hybride, toujours pareil. On évolue toujours sur un brin, donc c'est très dur. Très dur. Oui. Faut pas hésiter. Hein. Il n'y a pas de décrochage. C'est sa relation avec l'hameçon. Il faut mettre l'hameçon qui va bien à côté de ça. Hein. Ouais. Donc 1,6 en élastique, voire 1,4, 1,6. Ouais. Les deux vont très bien. Au niveau des flotteurs, 2 écoles. L'école passe partout. La boule, antenne interchangeable. L'avantage, c'est qu'on pourra grossir l'antenne, la finir un petit poil, mais encore la grossir plus si c'est nécessaire. Une pêche de chat, on peut grossir l'antenne. Parce qu'au chat, on va pêcher au ver de terre. Et au ver de terre, il faut grossir un peu l'antenne. Au gardon, on pourra laisser ça avec des asticots. Voilà. Pareil avec ces formes-là, qui sont des formes très cylindriques. C'est une forme un peu particulière, mais qui est très très bien pour les pêches de chat en lac. Donc là, j'adore ces flotteurs-là. Donc là, c'est très gros. Hein. 3 grammes, 6 grammes, 12 grammes. Là, on va sur des trucs des antennes, avec des vraies antennes. Là, par contre... Là, les plombs de touche, c'est gros, non? Ah bah là, on est là. Alors, sur des gardons, on va plutôt sur des plombs de touche numéro... Allez, ça dépend des flotteurs, mais en gros, pour un flotteur de 2 grammes, on va être sur du 6. Hein, sans aucun problème. Les chats, même plus gros. Hein. On peut monter à 4 sans aucun problème. Hein. Et le 1 gramme, tu vas le mettre? 1 gramme sur des pêches un peu fortes, tu vas être 7-8. 7-8, c'est assez gros. Corde de ligne, on rigole pas, on mégote pas. 17,5. Hein. Donc on va mettre du gros fil. On va pas s'embêter. Bas de ligne, 15 centièmes. Voilà. Donc là, on est sur une pêche réelle de poissons qui mangent, qui ne regardent pas et qui n'est pas du tout qui n'a pas de frein par rapport à ça. On va dire que c'est une grosse... Quand il y a la grosse concurrence alimentaire. Quand ça mord. L'hameçon, alors j'ai pris du 18, mais ça peut être du 16. Alors c'est les hameçons très longue tige. Ah ouais. Mais en fer très fort. Voilà. Si on le détache bien, on le voit bien. Ah ouais. Donc c'est très fort de fer, très longue tige. Donc là, on va mettre 2 asticots. Si on utilise des vers de terre, on prendra la taille du dessus. On prendra le 16. On mettra le 16 voire le 14. Donc entre 18 et 14, avec des hameçons très forts comme ça. Alors, une longue tige, mais je reconnais. Quel intérêt d'avoir ces nylons-là? Là, c'est du fluoropower. Alors, c'est pas du fluorocarbone, mais c'est du fluorocotide. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est très simple. Hein. Un fluorocotide, c'est un nylon haut de gamme, comme on a actuellement le Super G-Power, sur lequel on vient enduire dessus une couche de fluorocarbone, justement. C'est un nylon traditionnel avec du fluorocarbone par-dessus. Alors, à quoi ça sert? Ça résiste plus fortement à l'abrasion. Voilà, donc ça permet vraiment d'être résistant lorsque vous êtes dans les zones de contact avec des branches, avec des cailloux, etc. Et lorsqu'il y a des micro-dents, comme pour les chats par exemple, ça résiste beaucoup plus longtemps. Et puis les coups d'égorgeoir peut-être aussi. Les coups d'égorgeoir, tout ce qui est agressif pour les nylons, il est vraiment renforcé. Donc du coup, tout ce qui est un peu où on va vraiment travailler fort sur des matières, on va dire, où on nécessite d'avoir quelque chose de très solide, de très durable, le fluoropower est vraiment plus intéressant. Voilà. Alors c'est bien pour les pêches de carpe, c'est très bien pour les pêches de gardon, très bien pour les pêches de chat quand ça mord vraiment beaucoup. Voilà. C'est beaucoup plus raide et ça permettra de voir encore la touche encore plus rapidement et encore mieux. Il n'y a pas de souplesse dans ce nylon-là. C'est beaucoup plus raide. Là, on ne cherche pas la souplesse, on cherche d'accord. Donc on voit bien,
des antennes vraiment visibles. Et je vous dis, hein, l'avantage de ces séries-là, c'est qu'on peut s'amuser à changer les antennes. Imaginons que vous pêchez au départ en 1,5 g. Je vais sortir le 1,5 g pour vous montrer. Voilà, on pêche plus les gardons, mais on pêche les chats. On y va. On a une vraie antenne, on pêche au ver de terre, ça plonge et là on fait la bonne touche. Voilà. Donc on va s'amuser à pouvoir changer les antennes facilement avec les séries SPA et les basculer d'une pêche traditionnelle élastico à une pêche plus grossière si nécessaire. Voilà. Donc ça c'est vraiment, c'est des flotteurs vraiment adaptés à ces pratiques-là. Et c'est vrai que ces formes un peu particulières, là, c'est quand même très intéressant parce qu'on va pouvoir s'amuser à faire varier les antennes. Dans les flotteurs, il y a autant de ressenti du pêcheur. Ouais, et puis il y a des habitudes en fonction des régions aussi. Hein. Il y a des pêcheurs, parce qu'il y a des pêcheurs qui sont un peu influents, qui pêchent avec une forme comme ça. Ouais, du coup, et les qui pêcheurs ont des résultats. ont recopié la même chose, et du coup, tout le monde pêche avec la même chose. Hein. On voit très bien avec la forme typée Padova, qui chez nous est le SPM25. Voilà. En fait. Le SPM25, c'est la forme qui passe partout dans les canaux du Nord, et les mecs qui pêchent beaucoup avec ça. Et tu la retrouves dans toutes les marques. Tu la retrouves dans toutes les marques, et déclinée en antenne fibre, en antenne fer, en antenne plastique. Et nous, on a la même chose chez nous, avec une déclinaison de ce flotteur-là, en SPM15 en fibre, en SPM05 en fer, en SPM25 en plastique. Voilà, c'est assez... on retrouve la même logique. Là, j'ai l'impression de refaire la même vidéo partout, mais c'est logique, puisque ça fonctionne. Vous n'allez pas prendre à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Et puis, les pêcheurs connaissent vraiment ce qu'ils veulent, et puis, si tu veux, ils attendent un flotteur de ce type-là, et puis le choix des antennes influence beaucoup sur la lecture de la touche, quoi, en fait. Hein. Donc du coup, aussi, je vais te montrer quelque chose. Toi, tout à l'heure, on parlait d'une forme qui est très utilisée par les pêcheurs du Nord. Ben voilà, c'est typiquement la forme qui va bien dans les pêches du Nord. Donc on est sur une forme cylindrique. Alors, encore une fois... Le crayon, on va dire. Ouais, le crayon. Le crayon ou la bouteille. Hein, il y en a qui appellent ça une bouteille aussi, hein, mais bon, voilà, la bouteille. Là, je ne sais pas si tu remarques, il y a vraiment des antennes de diamètre différentes. Hein, tu as vu ? Pourquoi ? Parce que c'est des séries SPA. C'est une nouveauté qui va arriver, qui n'est pas encore sortie, justement. Elle apparaît sur aucun catalogue. En fait, c'est... J'ai l'exclusivité. Oui. Les grandes productions. C'est la forme bouteille. Et en fait, tu vas pouvoir y mettre des antennes fer en 0,8. Ouais, on va encore mettre dans ce que tu disais tout à antenne l'heure. fibre en 0,8. Antenne fibre en 1,2. Ouais. Et du coup, on va pouvoir s'amuser à faire varier les matières, les matières et les diamètres, simplement en changeant cette partie haute du flotteur. Il faut penser à l'histoire des petits plombs dessus. Il faut penser sur les petits plombs dessus pour les virer éventuellement. Mais c'est vrai que l'avantage de ce système-là, c'est que ça fait un flotteur quand même super bien fini. Mais je te dis, l'antenne interchangeable, c'est vraiment magnifique. Hein. Je te dis, ce qui me gêne, c'est qu'ils sont tout brillants. Toujours. Ouais. Mais j'ai remarqué, alors je peux le dire parce qu'on parle de tout, j'ai vu que les Anglais aussi faisaient beaucoup de flotteurs brillants. Et je pense que c'est la même revêtement. C'est le même revêtement dessus, certainement, ouais. Et c'est vrai que, tu vois, le flotteur antenne noire, et l'avantage, c'est qu'en 2 secondes, on est d'accord. L'avantage, c'est que votre ligne est montée, vous n'êtes pas obligé de monter 50 kits pour changer de couleur d'antenne, vous la changez, c'est fait en 2 secondes, quoi. Et ça, là, dans les saisons qu'on va arriver, là, pendant 3 mois, ça va être ça. Mais là, l'avantage, c'est que vraiment, vous pouvez l'adapter, quoi. Les conditions changent, et bien on change d'antenne. Mais l'importance ne sera pas, on est bien d'accord, l'importance n'est pas la même. Quand tu es sur les mêmes diamètres, ça se joue quasiment à rien. Quasiment à rien. Si tu passes à 0,8 fer à 0,8 fibre, ça se joue à peu de choses. C'est vrai. C'est vraiment très peu de choses. C'est vraiment à la marge. Hein. Par contre, quand tu passes d'un 0,8 à un 8, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Là, il y a du gras, il y a beaucoup plus de matière dans l'antenne. Et ça, comme il y a un espace de plastique creux, il y a de l'air. Donc là, il faudra mettre du plomb. Mais en général, c'est relativement proche si on utilise des antennes du même diamètre, même si ce sont des matières différentes. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à avoir plusieurs façon de voir. Là, on voit que c'est plus gros. Hein. Là, on est sur du 1,2. Là, on est sur du 0,8. Et on sortira aussi en nouveauté des antennes de 0,7 pour avoir même encore plus fin. Donc, on va pouvoir avoir de 0,7 à 3 mm sur les mêmes flotteurs. Je pense que c'est vraiment, comme je te dis, c'est des flotteurs où il faut là vraiment penser à remettre comme à plusieurs petits plombs. C'est ça. Mettre des petits plombs d'équilibrage. Le montage au-dessus. Mettre un peu plus de plomb d'équilibrage sur ces flotteurs-là. Oui, on peut les monter comme ça en prévoyant le coup. Tu prévois le coup comme ça, tu as juste à retirer et t'adapter. Ouais, mais vous verrez que c'est pas si compliqué que ça à s'y mettre. Et l'avantage, vraiment, on peut s'adapter. Et ça, tu as utilisé ça beaucoup, toi, là ouais, là, pendant 1 an, j'ai utilisé ça au moins une pêche sur 2, les flotteurs antennes interchangeables. Dès que ça mord normalement, que c'est pas une pêche ultra technique, on va dire. Si c'est une pêche ultra technique, non. Ok. Mais si c'est une pêche normale, il y a 3, 4, 5 kilos, 10 kilos de poisson à prendre, oui, clairement oui. Merci. Clairement oui. Et Jean-Michel, en fait, je t'ai pas montré. On a vu des flotteurs au cou tout à l'heure avec les codes couleurs, et on s'est pas arrêté là. Les wagglers,
On a exactement la même chose. En fait, on a des codes couleurs avec la portance totale du flotteur. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque c'est un flotteur de 14 grammes, il a une couleur qui est la couleur jaune. Donc celui-là, c'est un 14 grammes. Et si c'est un coulissant qui fait en tout 14 grammes, c'est-à-dire par exemple un 4 plus 10, on est à 14 grammes. Aussi en portance totale, ça sera aussi un jaune. Ça permet aussi de repérer rapidement quand tu pêches à l'anglaise les différents poids que tu as montrés. C'est exactement pareil. Les flotteurs blancs, c'est des 6 grammes en portance totale. Voilà. Il y a plein de choses là. Tu m'avais fait un beau cours aussi au Star Wars sur la pêche à l'anglaise où tu les avais expliqué. Très particulier. Ouais. Mais là, je vous avais montré un flotteur entre guillemets fixe coulissant. C'est un peu particulier ça. Tu avais expliqué tout ça. Mais bon, honnêtement, ils ont qu'à retourner vers la vidéo s'ils veulent comprendre ce qu'on dit là. La force de tous les wagglers, toute la gamme que l'on a en SP quelque chose, SPW, vous avez que des antennes interchangeables. Tous. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir passer de l'antenne, vous allez voir incroyable, très fine pour les wagglers. On a du 1,5 mm pour de l'antenne très fine pour les pêches très courtes. Voilà. Ensuite, vous avez des très grosses antennes, des pailles ouvertes, très sensibles, très visibles, mais très sensibles parce qu'elles sont creuses. Voilà. Vous avez des antennes à l'inverse, très porteuses. Lorsque vous pêchez à traîner très fortement sur le fond à l'anglaise et que vous voulez entre guillemets, que le flotteur, une résistance à l'enfoncement, que vous avez bien la touche, mais qu'on traîne d'1 mètre sur le fond, c'est important d'avoir des antennes porteuses. Et vous avez également les antennes pour avoir les touchants relevés, avec les tiges carbone et la partie haute pinte pour faire ressortir le blanc lorsque vous avez les touchants relevés. Donc on a vraiment, tout ça, ça s'adapte à tous les flotteurs anglais. Et là, je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qui est un peu, qui sort de l'ordinaire par rapport à ce qui se passe sur le marché, parce que tous nos flotteurs sont basés comme ça. Okay. Oui, Stéphane. Alors Mimi, je vais te présenter maintenant la nouvelle station Garbolino 2026. C'est la seule nouveauté qu'on a fait en station cette année. C'est la version Full Black 800. Alors qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Déjà, pour ceux qui connaissent un peu les stations Garbolino ou ceux qui ne les connaissent pas, je vais vous faire découvrir le pied qu'on appelle Pinlock. Alors c'est quoi? C'est un pied reliage goupille. Donc c'est une goupille qui vient prendre le pied en travers, qui fixe complètement le pied. On est d'accord. Ça a été testé avec une tonne de charge, ça ne peut pas bouger. Ça fait combien de temps que vous les avez sur vos caisses? 8 ans. 8 ans. Donc, aucun problème de SAV. Voilà. Okay. Le pied est très solide, contrairement à ce que tu avais comme tout à l'heure quand tu m'as posé la question. Ça ne risque rien. Ça fait une faiblesse dans le système. Pas du tout. Donc là, aucun problème par rapport à ça. Après, vous avez des profilés sur vos tubes qui sont quand même atypiques et je pense que c'est ce qui redonne aussi un peu de rigidité. Bah, c'est un profilé très particulier. C'est pas un tube rond. C'est un tube avec 3 facettes qui permet de fixer le pied en fait à l'intérieur vraiment bien. Fait que... Et ça bouge pas du tout, donc il y a une vraie profilé très particulier qui permet de bien fixer le pied télescopique. Il peut pas vriller à l'intérieur. Il est vraiment tenu par cette forme très captive. Au niveau de ces stations-là, donc nouveauté, nouvelle sellerie. Attends, alors Stéphane, moi je te le dis franchement, là tu viens d'appuyer dessus, elle plie un peu. Ah, il faut que tu appuies un peu, regarde, ça vide. Mais si c'est un bébé comme moi. Si c'est un bébé comme toi, ça bougera pas beaucoup plus, hein. Voilà. Donc, est-ce que tu as vu bouger ça un petit peu, c'est ça? Je vois l'ensemble qui est... C'est normal que ça bouge un peu, ça vit un peu. C'est normal, c'est partie de la vie de la station. Non, mais nos châssis sont comme ça depuis des années, si tu veux, ça va très très bien. Ok. Donc en fait, on a un châssis très épuré. Voilà, au niveau design, donc il y a vraiment, c'est quelque chose de très très soft, très très sobre, avec un joli petit sticker qui marque Full Black ici. Alors, si c'est pas... C'est un sticker qui est collé dessus. Ouais, voilà. C'est un sticker collé pour habiller la station qui aura vraiment un côté un peu jeune, un peu dynamique. Ça va pas se défaire dans le temps? Non, pas du tout. Je te l'ai dit, je viens pas te poser des questions gentilles. Parce qu'en fait, la station de l'an passé qu'on a sortie, qui est la X Compétition, qui est ici, utilise la même conception de sticker et ça n'a pas bougé de l'année. Moi, je l'ai utilisé toute l'année sous la pluie, sous le vent, tout ce que tu veux. Ça n'a jamais bougé. Ces stations sont équipées d'un casier particulier. Alors, c'est ce qu'on appelle... Alors là, je te montrerai après à quoi ça sert, ça aussi. Tu as un casier ventilé, qu'on appelle les casiers air vent. Voilà. Alors, attends, je tiens à dire un truc, parce que justement, j'ai fait la vidéo sans sas, où il m'a expliqué qu'eux, ils ne mettaient pas de joint pour pas que l'eau rentre. Oui. Mais il y a quelqu'un sur ma page YouTube qui m'a répondu « Ouais, mais chez Garbo, il y a une grille. » Oui. Donc là, on fait voir la grille, il sera content, comme ça, il verra que je joue le jeu. Là, en fait, c'est du ventilé, ça permet d'éviter l'oxydation des plombs. Voilà. Ça permet aussi, lors des fortes températures qu'on rencontre de plus en plus l'été, d'éviter une accumulation de chaleur à l'intérieur des casiers en aluminium, parce que quand vous mettiez des casiers en alu en plein soleil, à l'intérieur, il fait tout de suite 60 degrés. Hein. Et là, votre nylon crame complètement littéralement. Donc, ça permet d'avoir une ventilation à l'intérieur des casiers sans aucun problème. Ça évite la montée en température. Il y a bien évidemment un casier
un bloc tiroir plutôt compartimenté. Donc l'avantage... Il est pré-compartimenté, le vôtre. Voilà, on voit, c'est déjà prêt. Ça permet de ranger les choses assez simplement, proprement, sans éviter que ça se mélange. Vous avez un joint ici qui permet de faire l'étanchéité du casier. Au-delà de ça, comme tu as pu le voir, c'est livré avec des sardines. Alors pourquoi faire des sardines? C'est qu'en fait, à l'arrière de votre station, ici, vous allez souvent vous installer dans les pentes. Et donc, pour éviter que la station puisse glisser, on va pouvoir piquer la sardine. Il y a des trous prévus dans les pieds, vous la glissez dedans et vous la fixez. Moi, ça, je l'ai fait parce que malheureusement, un jour, je ne l'ai pas fait à Guernes. Ça m'a coûté cher. Voilà, donc en fait, ça c'est quand même très pratique d'avoir ça sur les stations. Donc c'est livré. Ici, vous avez en dessous une mallette qui peut être bien sûr enlevée par l'avant, mais également par l'arrière. Ouais. Voilà. Donc ça c'est quand même très pratique. Ouais. Et toujours avec une ventilation en dessous. Aussi là, non? Ouais, ouais. Toujours avec la. Alors le problème, c'est que si tu as ta station dans l'eau, tu as intérêt à le retirer. Parce faut l'enlever. De toute façon, quand tu as la station dans l'eau, déjà souvent, tu mets les pieds au-dessus pour être tout en dehors de l'eau par rapport à ça. Et là, ça permet de stocker. Il y a une grille que tu as dû voir qui permet de stocker du matos sous la station en cours de pêche. Hein. Ça permet de garder éventuellement des boîtes à bas de ligne, à portée de main, le fouillis que tu as pris en plus. Des èches que tu as besoin éventuellement en dessous. Ouais, tu peux tout mettre en dessous, il n'y a aucun problème. Et puis l'autre avantage aussi de ces stations-là, c'est que tout est démontable. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux bien sûr enlever. Ah, je reconnais, ouais. Tu peux enlever tous les nouvelles produits. caisses sont beaucoup comme ça. Ouais, tu peux enlever tous les éléments de la station sans aucun problème. Pour les nettoyer, c'est plus pratique. Ouais, et puis pour le transport. Si tu as un problème de rangement, tes pieds font combien en longueur? J'ai l'impression qu'ils sont plus longs. Ils sont plus longs que la moyenne. Ils font 56 cm de longueur. Alors. Ils sont plus longs que tout le monde en général. En général, c'est plus petit. Alors, la concurrence souvent est environ à 50. Voilà. Et ben donc vous rattrapez. Donc là, en fait, grâce à ça, c'est vrai que ça permet d'avoir les desserts à hauteur et d'éviter d'avoir les produits trop bas, quoi, en fait. Hein. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est important d'avoir des pieds. Et en cours de pêche, tu peux descendre un tout petit peu pour rattraper l'écart qu'il peut y avoir dans votre système. Ouais, parce que là, ils sont quand même assez hauts. Hein. Ils sont assez hauts. Ils sont plus hauts. Et au-delà de ça, je vous invite à se diriger de ce côté-là. Suis-moi juste là. Ça a été réclamé et demandé depuis un certain temps. Donc, elle revient en mars 2026 en stock. Donc, quel est l'avantage de cette desserte? Vous allez voir tout de suite. C'est une très, très grande desserte. Tu me l'as présenté aussi, Pâques, la première fois. Voilà. Donc, c'est repliable. Donc, ça prend pas trop de place une fois. Alors, c'est des dessertes sans pied, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pied extérieur. Les pieds sont que ici. Il y a un double pied de fixation qui permet d'avoir. Tu m'avais montré, Père. Voilà. Et donc, alors, il faut revoir le poids. Moi, c'était ça que j'avais trouvé que c'était un peu lourd quand même. Mais le problème, c'est que si tu mets des pieds, c'est plus lourd. Alors. Ah bah oui, si tu enlèves les pieds. Je reconnais que c'est pas si lourd que ça. Ça reste fermé, t'as pas besoin. Je vais t'expliquer pourquoi. Ah oui. Tu le tiens comme ça. Et regarde ce que tu vas faire. T'as vu ça que vous avez? Mais attends, Jean-Michel, je vais t'expliquer quelque chose. Aujourd'hui, le pêcheur de compétition moderne, il a souvent deux dessertes. Une à gauche, une à droite. Très souvent. Donc, tu as deux dessertes à trimballer. Soit tu te trimbales tes deux dessertes de gauche et de droite pour les emmener à ta place. C'est quand même ce que font beaucoup de gens. Ou soit tu décides, regarde la grande desserte qui est là. Soit tu décides de regrouper tout dans un seul sac. Et là, tu transportes ton sac. Tu fais un seul voyage. Tu fais un seul voyage. Ouais. Je vais te montrer un petit peu. Vite fait. Regarde. Moi, je suis plus sur ces trucs-là. Parce que cette desserte-là, tu ne l'as jamais vue non plus, c'est une nouveauté 2026. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Elle a deux plateaux, ça c'est très bien. C'est quand même très confortable pour pouvoir mettre du matos en haut. Ouais, des gorgeoirs, des sondes, des machins. Tu verrais comment je suis équipé. Ici, on peut y mettre un support canne qui vient se fixer ici. On garde les kits à portée de main. Attends, parce que là, on la voit pas bien, c'est pas bien. Vas-y. Donc là, on peut mettre les kits à portée de main grâce à ce support canne amovible qu'on peut enlever ou rajouter ou pas. Ici, tu as vu, ça fait un angle droit, ça permet d'avoir un accès total sur la tablette du bas. Lorsqu'il fait beau temps, c'est très pratique. Pour les pêcheurs au feeder, c'est très pratique parce qu'ils peuvent charger leur cage très facilement sans gêne. Et lorsque les conditions sont mauvaises et qu'il faut couvrir le contenu de la tablette ici par des zones d'ombre ou protéger les produits... Mais qui c'est qui a pensé à ce produit, pour savoir? C'est plusieurs compétiteurs qui l'ont fait évoluer. Il y a Diego da Silva qui m'avait appelé, parce qu'au départ, on l'avait sorti en version comme ça, uniquement, qui était dans cette position couvrante. C'est bien pas. Voilà. Donc ça, Diego m'avait appelé en me disant, je suis embêté parce que moi, je suis droitier, je le mets à droite et je suis embêté pour accéder à mon filet déboîté. Je l'ai entendu le dire déjà dans une vidéo. Donc ça, il m'a dit, il faudrait trouver une solution. Après, il y a Michael Etcher au feeder qui m'a dit, c'est bien, mais moi, ça m'emmerde, c'est cette barre-là, parce que ça me coince un peu l'accès à la tablette. Et pour charger ma cage, c'est pas l'idéal. Et du coup, suite à ces deux retours-là, on s'est dit, attends, on va essayer de trouver quelque chose avec le même produit.
avoir deux positions qui permettent d'un côté de libérer l'espace ou de l'autre de le couvrir. Alors merci Diego et merci Michael. Voilà. Et du coup, c'est pareil, cette desserte-là est faite comme celle d'avant, sur un mode double pied. Ouais, non, ça va. Ici, qui vont se raccrocher à ça. Hop. Il faut desserrer quand même. Là, ici, je viens fixer les deux pieds ensemble pour les caler. Voilà. Et ça, Mais je te dis, c'est vrai que moi, ce qui me fait drôle, c'est que ça ne soit pas bloqué de l'autre côté. Mais tu sais, j'ai le droit avec mes cheveux blancs. ah oui, tu as le droit à tout. Hein. Toi, tu as le droit à tout. Pour pouvoir y coller, Mais justement. qu'est-ce qu'il y a encore au milieu, là Cette fameuse desserte. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore au milieu? Ah, parce qu'il y en a encore plus au milieu. Ouais. Alors, au milieu, on a créé des poches, 4 poches. Faut quoi faire? Par exemple, il y a beaucoup de pêcheurs qui utilisent un bac compactable aujourd'hui. Tu vois? Donc là, c'est très pratique pour mettre l'amorce, pour mettre l'amorce, les èches, les pelets, le maïs. C'est pas gênant pour l'amorce? Non. Alors, tu vois, par contre, là-dedans, que Là, je te t'emmènes montre. tout. Voilà, tu t'emmènes tes bacs, t'emmènes tout. Ça, Alors, ça te fait un gros sac, c'est sûr. Hein. je suis Mais moi, vachement déçu d'un truc, par contre. Oui. Stéphane, Oui. on va bientôt finir maintenant, parce qu'il serait peut-être temps que je rentre à ma maison. Et comment dirais-je, je voudrais parler des amorces avec toi, parce que j'ai la chance d'avoir quelqu'un en face de moi qu'on vend pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, j'ai posé la question à Gilles, parce que c'est leur corps de métier. Bien sûr. Toi, c'est pas le tien. Et mon importance, c'est que je lui ai demandé s'il utilisait de temps en temps, par exemple, on voit une viande, tu sais, moulu, qui rajoute dans l'amorce, des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ah, est-ce que toi, tu utilises ça? Est-ce que ça, tu as utilisé? Tu y crois ou pas? Alors, si tu veux, déjà, de base, j'ai toujours fait mes amorces par moi-même. On est Depuis que d'accord. je suis gamin, depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours été acheté chez un petit détaillant à l'époque. Allez, il me faut 500 grammes de biscuits, il faut Alors, 1 kilo de chapelure rousse. On peut pas 1 savoir kilo les de bacs chapelure que tu blonde. fais. Non, ça, je garde ça perso pour moi, mais en gros... Tu vas faire bip comme Alain de 8000, il n'y Ouais, a pas de un peu dans problème. l'esprit, mais si tu veux, en gros, pour faire simple, Voilà. les amorces, moi, je les compose en général, il y a entre 6 et 8 produits. Donc, il y a une grosse partie de chapelure, en général, 30 à 40% de chapelure, pense blonde ou rousse. Et puis après, on a des collants, des dispersants. Alors, les collants les plus utilisés, c'est le PV1, bien sûr. La farine, de temps en temps? Non, pas du tout, non, j'utilise pas. Moi, je suis plutôt sur une base plutôt chapelure, PV1. Je vais peut-être arriver à l'avoir, les gars. Attendez. Ouais, mais après, c'est assez simple, les recettes. Ouais. Hein. Après, tu vas avoir des dispersants qui vont être plutôt le coco belge. Ouais. qui vont Et être après, plutôt, tu vas prendre des dérivés de maïs? Ouais, souvent. Souvent du jaune de Hollande, ou de la gaude de maïs, du BC, ou du bibicorne. Voilà, il y a toujours du maïs qui traîne quelque part, toujours. Voilà. Après, à côté de ça, il y a toujours une graine aromatique, soit du fenouil, fenouil grec, la coriandre, tous ces produits-là alors, qui viennent un peu. alors, je veux dire coriandre, j'utilise. Et là, je vais peut-être utiliser les autres que tu viens de me dire. D'accord. Tu les as déjà mélangés entre eux? Ouais, tu peux, ça donne un truc super sympa. Ouais. D'accord, voilà, donc, merci. Tous ces graines-là, les poissons aiment bien. Même mélangés, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, tu peux mélanger. Anis étoilé, tu as utilisé aussi? Pendant un moment, oui, j'ai arrêté. Mais et pourquoi? Parce que... ça, c'est une question, je pense, plus d'accoutumance et de plaisir du pêcheur, quoi. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai osé dire à Gilles et il a répondu parce que je lui ai dit qu'il m'a dit qu'eux, dans leurs amorces, ils mettaient des additifs. Ouais. Et franchement, je lui ai dit, et je pense qu'il a bien compris, j'ai dit, mais c'est pour attirer le pêcheur ou pour attirer le poisson? Alors, je pense qu'il y a des années, j'ai utilisé des additifs type Brazen belge, type vanille, etc. Alors, il y a des fois, voilà. Je me suis aperçu, sur certains parcours, je pensais, ou j'en sais rien en fait, que ça m'a fonctionné plutôt bien. Sur certains parcours. Oui. Et alors, après te le confirmer partout, non, parce que des fois, je l'ai essayé, ça marchait pas. Et il y a d'autres endroits où ça va fonctionner. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle, mais en fonction des endroits, il peut y avoir peut-être des accoutumances ou des choses qui fonctionnent. Où le poisson est habitué à cette odeur-là dans cet endroit-là. Ou peut-être que ça correspond à un pH qui correspond à ça, que le poisson aime bien ce côté sucré ou ce côté salé ou ce côté épicé. Peut-être que ça marche. Et je ne peux pas te dire que ça ne marche pas, parce que j'ai déjà fait l'expérience que ça marchait à certains endroits. Donc, je ne suis pas un fervent utilisateur d'additifs. Mais sur certains parcours, tu vas le faire. J'en ai utilisé, des fois avec succès. Donc, alors, ce que je peux te redire, Christophe m'avait dit à peu près la même chose, il m'avait dit que lui, il croyait à la vanille sur certains parcours. Il m'a pas voulu me dire lesquels, c'est bizarre, mais sinon, sur le reste, c'est vrai, il m'a dit oui, sur certains parcours, mais surtout, il m'avait regardé en rigolant, c'était gentil, parce que j'étais sûrement le millième pêcheur à lui poser la question, et les additifs? Et il m'avait dit, très gentiment, il m'avait dit, écoute, si tu y crois, surtout, fais-le.
Bien sûr. Parce que si tu mets du Brazen, tu vas pêcher la brème. Donc, tu vas monter ta ligne à brème. Tu vas faire tout ce qu'il faut pour faire une brème et tu vas faire des brèmes. Et après, tu vas être persuadé que c'est ton additif, mais c'est peut-être tout simplement que tu les as bien pêchés. Ouais, et puis après, peut-être que dans l'additif, tu as un composant de base qui est quand même plutôt bon pour ce poisson-là. Je sais que le Brazen, bizarrement, alors ça je peux t'en parler un peu parce que je l'ai utilisé un peu, quand tu le sens, c'est une odeur de caramel fort, très fort, hein. Ça sent le sucre à crever, et quand tu le manges, c'est que du sel. Donc, Ah, parce que toi, tu as été jusqu'à... Oui, bien sûr, sinon aucun intérêt. T'as encore envie? Oui, donc toi, comme quoi tu peux manger du Brazen, il n'y a pas de problème. Mais alors, en fait, entre l'odeur ressentie et le côté gustatif, tu as un écart XXL, et je pense que c'est le sel qui intéresse les brèmes plus que le Brazen par lui-même, mais si tu veux, au-delà de ça, je pense que dans les compositions des arômes et de ces composants, on va dire, additifs, olfactifs, il y a des trames de quelque chose derrière qui peut rendre l'amorce plus efficace. Okay. Et peut-être que c'est pas ce que l'on ressent spécialement au nez. Oui, la diffusion dans l'eau n'a rien à voir avec la diffusion dans l'air. Un cuisinier me l'avait sorti, ça. On n'en sait strictement rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en le mangeant, je pense que le poisson, quand il le mange, il ressent la même chose que ce que tu manges. Et tu vas revenir à ce que me dit Gilles en me parlant des amorces. C'est pas nuisible en tous les cas. Non. Puisque tu fais du poisson avec. Non, clairement, pas du tout. Voilà. Alors après, je pense que chaque endroit est différent. Il n'y a pas de règle. Il peut y avoir des additifs qui fonctionnent à certains endroits et pas à d'autres. Et comme une amorce fonctionnera à certains endroits et pas à d'autres. Qu'est-ce que tu as eu de chènevis, par exemple? Alors ça, par contre, c'est pas ça. Le chènevis, pour moi, c'est quelque chose c'est un composant de base d'une amorce qui est très intéressant. Le chènevis ébouillanté, pour moi, c'est très bon pour les pêches de gros poissons, les gros gardons en rivière. Le chènevis, on va dire, broyé et bouillanté. Pour moi, c'est un côté très nourrissant, très intéressant. Pour la brème, le gros gardon, les hybrides, toutes les pêches de fond de gros poissons. Voilà. Okay. Après, tu as le chènevis plutôt grillé, qui a un intérêt aussi sur les pêches de petits poissons. Il faut travailler l'amorce. Donc là, c'est une autre façon de le faire. C'est faut prendre une poêle, vous le faites revenir. Une fois qu'il est un tout petit peu torréfié, vous le broyez. Là, ça donne une odeur terrible. Et c'est surtout que ça fait pédaler l'amorce dans tous les sens. Alors attends, toi, tu vas faire le grain et tu vas le torréfier après. Tu préfères ça que de... Je préfère le faire revenir dans une poêle pour le faire torréfier. Et après, je le broie. Voilà. Donc, je trouve ça très efficace sur les pêches de petits poissons. Plus efficace que l'autre système de broyer. Le broyer avant et le faire cuire après. J'ai jamais fait dans ce sens-là, donc je peux pas te le dire. Donc j'ai toujours fait dans l'autre sens. Parce que l'avantage de quoi, quand tu fais cuire la graine et que tu veux la garder, tu peux la garder longtemps. On est d'accord. Tant qu'elle n'est pas broyée, c'est bon. Elle va garder son odeur pendant longtemps. Oh, je commence à penser comme toi. C'est bien, c'est super. Mais je pense que ça marcherait partout. Voilà. Pour moi, autant qu'un additif, il peut y avoir des endroits où ça fonctionne ou d'autres ça fonctionne pas. Autant que le chènevis, pour moi, c'est un composant basique d'une amorce qui irait très bien partout. Et les épices, t'es pour. Le sel, tu m'as parlé, t'as utilisé. Le sel, oui, c'est T'en as utilisé? Ouais, pas mal de fois. Ouais. Alors, combien tu mets dans un kilo d'amorce? Pas beaucoup. Alors, je veux dire, on va dire ça à la poignée, on se prend pas la tête, c'est pas très si compliqué que ça. Hein. Et c'est du gros sel? C'est du gros sel, en général. Gros sel de mer, tu mets une poignée. Du gros sel de mer, tu mets une poignée. Tu vas le tenter plus en hiver qu'en été ou c'est encore des a priori? Peu importe, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et moi, j'ai mes a priori, c'est l'hiver. Pourquoi c'est l'hiver? C'est du gros sel, c'est pour faire fondre la neige, c'est ça que tu veux dire? Non, aucun lien. Tu sais qu'on m'avait dit ça, on m'avait dit que ça marchait parce que justement, on utilisait le gros sel pour faire fondre la neige, que ça tombait dans les rivières et que ça habituait le poisson. Il faut savoir que le sel, depuis l'aube des temps, au Moyen-Âge, c'était un conservateur. Oui, on est donc en fait, l'huile aussi. Comment? L'huile aussi. Oui, mais le sel plus que tout. Rappelle-toi la peau de la gabelle avant qui existait. Parce que les gens, au Moyen-Âge, pour conserver la viande, ils mettaient dans le gros sel. Hein. J'ai pas envie de répondre, mais j'ai envie de répondre que sur l'essence, c'est un peu ça. Mais en gros, si tu veux, par contre, ça a quand même un côté intéressant. Comme c'est un stabilisateur, entre guillemets, le sel, ça permet d'éviter que les amorces tournent rapidement aussi. Celui qui utilise la fiente de pigeon, par exemple, ce qui est une amorce, qui est un produit qui a tendance à tourner un petit peu. Du coup, le couplet du gros sel, ça peut être intéressant. Oui, je sais, ça permet de stabiliser davantage avant que ça tourne un peu plus rapidement. Alors, pour la fiente de pigeon, parce que ça, c'est le grand débat que j'ai. Tu le sais très bien, ce que Gilles a dû te dire, eux, ils n'en utilisent pas. Oui. Toi, je sais que de temps en temps, selon les parcours... De temps en temps, pas souvent. Mais selon les parcours, tu en utilises. Oui. Mais c'est sur des parcours où tu sais que là, ça fait une différence. Et c'est pour plaquer l'amorce au fond. C'est exactement ça. En fait, c'est juste pour coller l'amontage. Lorsqu'il y a de la navigation, par exemple, qu'il y a des péniches qui passent, ça permet de bien coller l'amorce. Ça permet à certains endroits, lorsqu'il y a un mélange de tout petits poissons avec des plus gros, de pouvoir sélectionner la taille des poissons. Ouais, ça c'est l'école Didier. Et là, en fait, si tu veux, ça permet vraiment de se sentir, on trie. Mais tu es d'accord avec moi qu'il y a fiente et fiente? Ah ben, il y a fiente et merde. Voilà. Donc la fiente de pigeon est un produit vraiment propre qui ne sent rien. Et il y a la merde, qui est la fiente de pigeon qui a tourné
et qui est plutôt néfaste que positive. Alors moi, les gars qui l'utilisaient dans le Nord m'avaient dit qu'ils avaient remarqué que souvent quand ils utilisaient de la fiente, ils avaient tendance à garder leur bac pour la manche de l'après-midi. Ça tournait et là, ça les tuait. Ouais, c'était pas bon. Ouais. En fait, il faut surtout pas garder, surtout par grande chaleur, la fiente a tendance à tourner très rapidement. Voilà. Donc attention, l'été, à utiliser la fiente, c'est dangereux, c'est très dangereux. Et puis c'est difficile à utiliser. Et puis la bonne fiente, elle doit strictement rien sentir. Est-ce qu'elle doit être verte et sentir la pomme? Pas important sa couleur. Il y en a qui ont de la fiente marron qui va très bien. J'ai déjà vu des pêcheurs, des Belges avec de la fiente marron, mais vraiment marron. Hein. Ouais. T'as pas envie d'utiliser. Et pourtant, elle sent strictement rien et les poissons aiment bien. Donc je pense que la couleur. Plus d'ammoniac surtout. Bah, ce qu'il faut, c'est que ça sente pas. Voilà. C'est-à-dire que la fiente, elle est vraiment assez fraîche. C'est-à-dire qu'elle n'est pas restée 3-4 jours dans le pigeonnier à tourner. Ça, c'est le plus important. Donc c'est compliqué parce que... Après, on me raconte de ce qu'ils mangent et tout. Moi, je n'utiliserai pas parce que je sais que j'aurai jamais de la bonne. Voilà. Oui, donc on ne peut pas utiliser, t'as raison. Quand tu connais pas, quand tu n'es pas sûr de la provenance, quand tu n'es pas sûr de la qualité, c'est plus néfaste que positif. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de pêcheurs qui l'utilisent avec succès, parce qu'en fait, il y en a plein qui en récupèrent, mais c'est plus néfaste que positif, et l'arrivée, il vaut mieux pas en mettre. Voilà. D'accord. Donc non, c'est un produit à utiliser avec grande vigilance. Et c'est pas spécialement le produit miracle, il faut s'enlever ça de la tête. Hein. Parce que tu mets de la fiente de pigeon, que tu vas faire plus de poissons que tout le monde, et qui va te faire des plus gros gardons. De temps en temps, ça va te permettre de sélectionner les plus gros. De temps en temps. Voilà, mais c'est pas vraiment c'est pas une généralité. Bah, c'est la pêche dans toute sa. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi que la fiente a tendance à plutôt bloquer les particules, à les rendre plus inertes. L'amorce va te calmer. Donc le jour où c'est une pêche un peu technique de poisson qu'il faut attirer du tout venant, c'est plutôt négatif que positif aussi. Donc c'est la bonne analyse au départ en disant j'en mets pas. Et voilà, j'en mets pas. Si j'en mets, c'est parce que je sélectionne la taille des poissons et je veux me couper des touches des tout petits poissons, déjà de base. Après, s'il faut prendre le tout venant, parce que c'est très dur, chassez-la, prenez-la pas. Voilà, ça c'est ce que je peux te dire par rapport à ça. Après, moi les amorces, je dis j'en fais depuis tout gamin et j'adore ça. Parce que c'est un plaisir plus qu'autre chose. Aujourd'hui, je pense que dans le commerce, il y a des amorces tout à fait adaptées, qui vont très bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de se prendre la tête et se compliquer la vie. Ceux qui aiment bien se compliquer la vie comme moi, c'est parce que je suis né là-dedans et j'ai eu cette culture-là. Tu me dis la même chose que Gilles qui m'a dit à la fin. Il m'a dit, si vous avez envie de les faire, faites-les. Mais surtout, dites pas que les amorces qu'on fait dans le commerce sont pas bonnes. Non, elles sont bonnes. Elles ont fait leur résultat. Sont bonnes. Moi, j'ai eu l'occasion de pêcher dans ma carrière avec l'équipe de France avec des amorces sans sas, avec des amorces Champions Field. Voilà. Les deux vont très bien. Il n'y a aucun problème particulier. On a eu des très bons résultats avec l'une comme avec l'autre. Et ils ont leur dernier intérêt, c'est de te vendre de l'amorce qui ne prendrait pas de poisson parce qu'ils vont dans le mur tout de suite. Mais bien évidemment. Et puis les amorces, elles sont bien faites. Hein. Je vais te dire, aujourd'hui, il y a une traçabilité énorme sur les produits utilisés, sur les compositions, sur les paquets d'amorces. Tu vois vraiment tous les composants utilisés. C'est que les composants propres qui vont bien. Les poissons en raffolent. Il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Il n'y a pas de souci particulier. Au contraire, on voit bien des grands champions comme Alexandre, Codin, les utiliser depuis tout gamin. Bonjour, ça fait 15 jours qu'on s'est quittés. Tu étais venu nous voir à Bordeaux, dans notre beau showroom tout flambant neuf. Et on a eu un petit problème technique. On n'a pas réussi à garder le mot de la fin, en fait. Et on ne voulait pas se quitter avec cette série de petits, on va dire, films réalisés par Jean-Michel sans vous dire justement merci de nous avoir suivis et d'avoir passé du temps avec nous. En tout cas, c'était un plaisir énorme de partager notre passion avec vous. J'ai été ravi de retrouver l'ami Mimi, que je connais depuis, on dira pas de nombre d'années, ça fait trop peur. En tout cas, 1945 en tous les cas. Ouais, presque en tout cas. Bon, en tout cas, on était ravis de vous faire découvrir les produits de la marque Garbolino. Et encore mille merci de nous suivre, de nous supporter aussi, parce que ça fait des années qu'on est au bord de l'eau et qu'on a quand même aussi, moi personnellement, beaucoup de messages de soutien de votre part sur les réseaux sociaux. Et encore merci pour tout ça, parce que ça touche vraiment fortement. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions, je pense que sur les vidéos de Mimi, en mettant justement vos commentaires. Et ça lui fera un peu de travail, il s'ennuie un peu, il est à la retraite, donc ça le fera un peu travailler. Je te les renverrai, Stéphane. C'est pas gentil. Bon, en tout cas, je vais dire des bêtises sinon. En tout cas, merci à vous et à très bientôt au bord de l'eau, j'espère. Au revoir. Voilà.